choisir entre une Chrysler Crossfire V6 atmosphérique et une Audi TT Quattro V6, là j'avoue, voilà un choix qui est pas facile. Bon, pour un coup, on va parler un petit peu de finition sur les deux voitures. On va pas parler que de moteur parce que d'une part, mon TT c'est un 225 et il est clair que le V6 c'est quand même une référence en matière de motorisation. Donc vu le prix des V6 en TT, on oublie le V6. On va plutôt parler du 1,8 litre turbo, et comme les prix sont relativement semblables en TT MK1 1,8 litre turbo et Chrysler Crossfire V6 Atmo, les prix se tiennent à peu près, donc on va plutôt parler du 1,8 litre pour le TT. Et au niveau comparatif, eh bien, c'est des véhicules qui sont assez similaires, dans le sens que au niveau gabarit, c'est des véhicules qui sont assez similaires. Donc il est vrai qu'ils sont très comparables. Ce sont des coupés qui mesurent environ 4 mètres. Donc on va voir des petits détails sur les voitures qui me chagrinent plus ou moins, et qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, et surtout qu'on n'entend jamais parler. Je ferais bien la sieste moi. Ouf. Bon, et ben on va commencer par le Titi. On va regarder un petit peu la face avant. Alors, ce qui est marrant, c'est que le Titi est sorti en 98, et si on regarde les phares de l'une comme de l'autre, bah grosso modo c'est un peu la même sauce. Alors esthétiquement, même s'il est vrai que la face avant du Chrysler Crossfire est bizarrement presque plus datée, alors qu'il est sorti en 2003, et bien au niveau des phares, l'éclairage c'est à peu près la même sauce. On a des phares ronds qui sont sous globe. Alors ça se ressemble beaucoup, c'est juste le globe qui est vraiment très différent. La grosse différence, c'est que le clignotant est intégré dans le globe, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a une grosse différence, puisqu'on a un clignotant qui est très étiré, et ici on a un clignotant qui est en pratiquement demi-sphère sur le Crossfire, et on a un rappel de clignotant qui est juste ici. Alors là c'est très exposé au choc, et c'est un peu une boulette que nous avait Chrysler, parce que bah, c'est quand même un gros problème. Le moindre poc et le rappel est cassé. Alors Audi ont bien fait de placer tout simplement le rappel de clignotant au bout de l'aile. Je sais pas pourquoi Chrysler a placé le rappel ici, parce que d'un autre côté c'est juste à côté du clignotant. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Alors la face avant n'est pas sans rappeler toutes les Chrysler de cette époque, avec cette petite dégoulinure sous le phare. C'est un peu bizarre. Alors il est vrai que le concept car était peut-être plus sympa, mais bon, il y a un moment il faut être raisonnable, et Chrysler, pour donner un lien de parenté, a préféré revenir sur des formes un petit peu plus conventionnelles et un peu plus standard, et ressemblant à tous les autres modèles de la marque. Alors le capot c'est une des pièces maîtresses, tout comme le TT d'ailleurs. Donc sur le TT on a un capot coquille. Alors c'est une pièce maîtresse sur le TT, une pièce en aluminium, je le rappelle. Alors au niveau des finitions, quand on regarde le tableau de bord, c'est très épuré, c'est très propre. Et puis si on regarde le travail au niveau du capot et du système d'essuie-glace, tout ce qui est finition à ce niveau-là, les busses de lave-glace, là c'est du exceptionnel. Le TT, c'est vraiment bien foutu, c'est bien étudié, c'est bien assemblé. Bon, on verra le gros problème tout à l'heure sur le TT, même s'il est connu. On va voir qu'à côté, le Chrysler Crossfire qui est sorti plus tard,
Bon, il est évident qu'ils n'ont pas fait la même boulette. Alors, chose qu'il faut regarder aussi sur le TT. Donc, la grosse différence avec le Crossfire, c'est le système d'ouverture de capot. Alors là, ils se sont bien creusé la tête parce que pour lever le capot, ils n'ont pas mis une simple charnière. C'est une double charnière, donc une articulation assez sophistiquée, hein, avec 2 vérins. Alors le capot n'est pas spécialement lourd, mais il est tellement grand, tellement large, que 2 vérins, eh bien, ce n'est pas de trop. Alors le capot est très joli, c'est vraiment une très très belle pièce. Bon, une fois qu'on a ouvert le capot, la voiture ne ressemble plus à grand chose. Mais il est très joli à regarder ce capot, surtout une fois ouvert. Parce qu'il est vrai que une fois fermé, eh bien, il est quand même très épuré, très très simple. C'est quand même un design très sobre. Alors le TT est vraiment né dans les années bio-design. Et il est vrai que son côté symétrique peut sembler un petit peu ennuyeux d'un sens, et puis presque sans personnalité, mais c'est ce qui faisait justement la personnalité du TT et le style du TT, c'était la symétrie entre l'avant et l'arrière. Le Chrysler Crossfire, lui, aucun rapport, justement, il n'y a aucune symétrie entre l'avant et l'arrière. On peut regarder les phares comme les feux à l'arrière, on ne trouve aucune ressemblance. Et justement, la croupe du Chrysler Crossfire se voulait relativement originale. Bon, le Chrysler Crossfire était bien plus original dans son concept, mais on va dire que Chrysler a gardé les grandes lignes du Chrysler Crossfire. Donc le Crossfire, le design original était encore plus fou que celui-ci, mais à part qu'ils ont adouci certaines petites formes et qu'ils sont venus disposer les phares dans ce sens et non dans l'autre, eh bien on a quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors on n'a pas un capot coquille, on a bien un raccord d'aile capot, donc tout à fait classique à ce niveau-là. Par contre, ils ont travaillé le capot de manière assez originale parce que on a bien une épine dorsale sur toute la voiture et même qui vient jusqu'au bout du capot. Eh bien, ils ne se sont pas arrêtés là, ils nous ont fait des stries tout le long du capot. Alors, en matière de rigidité, c'est vraiment le top du top. Ouf! Alors, le capot est immense sur le Crossfire. C'est une immense plaque, bon, bien travaillée, en acier, certes. On a un seul vérin. Mais alors, tout le travail qu'ils ont fait sur le capot donne une rigidité quand même assez exceptionnelle. Bon, on verra pas trop ce qu'il y a là-dessous, je vais pas m'amuser à démonter ça. Mais on voit que les formes du capot, ils n'ont pas fait semblant. C'est clair que le capot est bien rigide. Et puis, sur le dessus, eh bien, toutes les carres et l'épine dorsale renforcent davantage la rigidité du capot. Bon, là, le capot est vraiment rigide, on n'a pas l'impression que c'est de la merdasse. Alors, grosse différence avec le TT. La grosse différence, elle est là, en fait. Donc ici, eh bien, au niveau finition, on n'a pas du tout le même sérieux et la même finition que le TT. On voit des bouts de charnière et même au niveau des lave-glaces, c'est quand même pas jojo. C'est bien fini, mais c'est pas du tout à la même hauteur que le TT. Et puis, eh bien, on voit la charnière de l'autre côté. Alors, ça reste des petits détails, mais c'est quand même des détails qui se voient et qui font toute la différence. Ici, on a une vis apparente sur le tableau de bord. Bon, c'est un détail, mais c'est toujours des petits détails qui font que... Alors, au niveau des rétroviseurs, c'est vraiment match égal. Sauf qu'il y a un gros sushi quand même. Bon, esthétiquement, c'est exactement la même chose, hein, c'est très ressemblant. Mais sur le TT, ils sont presque en milieu de porte. Alors presque, parce que bon, milieu de porte, c'est un peu plus loin. Mais ils sont au niveau de la petite barrette.
Et personnellement, moi c'est ce que je regrette un petit peu sur le TT, c'est que j'aurais préféré quand même qu'il soit au bout de la porte. Je trouve ça un peu dommage qu'il les ait collés là parce que c'est pas terrible quand on conduit. Bon, les moteurs, on les voit quasiment jamais. Enfin, je trouve qu'on les voit quasiment jamais. Donc je vais prendre le soin de les montrer un petit peu et pas seulement juste le cache qui n'a rien à voir avec le moteur. Donc voilà à quoi ressemble le 1,8 litre turbo. Oui, je sais, c'est très laid, hein. Heureusement qu'il y a un cache assez esthétique. Mais en effet, la mécanique est très moche. Allez, on cache ça parce que c'est vraiment une misère. Esthétiquement, ils auraient pu faire mieux, mais bon. À défaut d'être joli, on va dire que le moteur est assez intéressant à utiliser. Le moteur du Crossfire. Alors oui, je sais, c'est un petit peu impressionnant, mais ce n'est pas qu'un cache sur le dessus. C'est aussi toute la boîte à air. Alors, quelque part, je trouve que c'est pas con, mais je pense que la boîte à air coûte une fortune. Vaut mieux pas la casser, vaut mieux pas l'oublier sur le bord de la route, hein, si on l'enlève sur le bord de la route. Bon, le moteur, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est pas beaucoup plus joli, c'est même très moche aussi, hein. Je pense qu'on peut faire mieux, en effet. Si on compare avec un V6 Busso, on peut dire que c'est très laid, hein. Donc oui, heureusement qu'ils nous ont mis un beau cache parce que le moteur est quand même très moche. Le pare-choc du Crossfire. Alors il est assez épuré, assez simple. On peut pas dire qu'il se soit trop compliqué la vie pour nous pondre le pare-choc. D'un autre côté, il est assez haut, donc il nous offre une garde au sol assez importante. On ne croche pas trop facilement le pare-choc. On a des petits déflecteurs d'air à ce niveau-là. Et puis bon, comme d'habitude, on a un cache sous le moteur. Alors la grosse différence au niveau des jantes, c'est qu'on a du 18 à l'avant, chaussé exactement pareil que les TT. Encore que ce TT de première génération n'est chaussé qu'en 17. Donc celui-ci est chaussé en 225, 45, 17, mais on avait aussi des jantes de 18 disponibles et qui revenaient exactement à la monte pneumatique du Crossfire, donc en 225, 40, 18. Par contre, à l'arrière du Crossfire, pas du tout la même chose, puisque bon, d'une part c'est en propulsion et Chrysler a voulu donner un style beaucoup plus agressif en mettant du 19 pouces et c'est chaussé en 255. Alors là, ça donne quand même vraiment quelque chose de très différent, puisque les jantes sont énormes, elles semblent dépasser quasiment de la voiture. Donc c'est du 255 35 en 19. Les jantes sont très différentes comparées à l'avant. Elles sont beaucoup plus en relief. Elles sont vraiment très jolies à l'arrière. Alors au niveau des poignées de porte, comme c'était un Roadster, ils nous ont fait un rappel en gris métallisé. Alors peinture qu'on retrouve au niveau de l'encadrement du pare-brise. Sur certaines versions, on avait cet encadrement noir au lieu de gris. Et évidemment, comme c'est une voiture qu'on retrouvait en Roadster, eh bien, ça faisait une sorte de séparation assez propre. Et donc, bon, le Roadster a quand même une forme un petit peu différente. On ne voit pas du tout extérieurement sur ce coupé qu'il existait en Roadster, parce que on n'a pas de rajout
on n'est pas du tout comme sur le 350Z où on a vraiment une découpe et on voit vraiment que c'est un toit posé par-dessus. Sur ce Crossfire, on va dire qu'ils ont fait les choses assez correctement parce que eh bien, ça ne saute pas aux yeux que c'est un roadster qui a été recapsulé. Bon, on arrive sur la partie arrière. Alors là, ce qui est quand même assez incroyable sur le Crossfire, c'est que, évidemment, ils nous ont fait le même design quasiment que le TT, avec un arrière tout en pente, très arrondi et sans relief. Alors c'est un design légèrement différent, encore que, eh bien, ça se ressemble un petit peu tout de même. Alors la grosse différence, c'est que le TT a une lunette qui s'arrête ici et qui ne vient pas jusqu'au bout du véhicule. Et à part ça, eh bien, ça se ressemble tout de même un petit peu. Alors comme le Crossfire est né un petit peu après ce mouvement biodesign, donc vraiment après les années 90, le TT était vraiment né dans les années biodesign. Alors c'est pour ça qu'il est vraiment tout en rondeur, tout arrondi, avec, on disait qu'il avait une forme un petit peu de galet, avec uniquement quelques éléments taillés à la serpe, mais vraiment intégrés tout d'un bloc à la carrosserie. Et bien le Crossfire, lui, a des lignes un petit peu pareilles que le TT, sauf que il a des lignes beaucoup plus tendues, beaucoup plus musclées, on a beaucoup plus de formes, et les formes sont parfois presque exagérées. Par exemple, au niveau de la porte, là on a quand même une forme qui est presque exagérée, alors que si on regarde le TT, eh bien on a un petit peu la même chose, sauf que on n'a pas du tout cet effet de creuser sur le haut de la porte. Donc là on a une porte qui est bien plus simple. Alors la porte du Crossfire est beaucoup plus haute, donc ce qui nous crée un effet d'enfermement dans le véhicule. Alors ça, c'est un point positif et négatif, parce que d'un sens on a une sensation de qualité, par contre on a vraiment une sensation aussi d'enfermement dans le véhicule, parce que la porte est très très haute et on a juste la tête qui dépasse de la porte. Alors, au niveau hauteur, les voitures font à peu près la même chose, il n'y a pas une grande différence. Au niveau longueur, c'est à peu près pareil aussi. Mais là où Chrysler n'a pas refait la même connerie que sur l'Audi TT, eh bien ils ont fait à peu près une forme très arrondie, tout pareil, sauf que bon, évidemment, ils ne pouvaient pas faire autrement que nous mettre un gros aileron qu'on peut déployer par un bouton, et il se déploie aussi automatiquement. Alors gros aileron, ça c'est bien, je ne sais pas l'appui aérodynamique que ça génère à vitesse maxi, environ 220 km/h. Par contre, ils se sont pas arrêtés là. Et c'est là qu'on voit que quelque part le Chrysler Crossfire, c'est pas juste un concept car qu'ils ont mis sur le marché à la va-vite, parce que dessous ils nous ont carrément collé deux extracteurs, ou plutôt un extracteur divisé en deux. En effet, sous le véhicule, eh bien on peut voir qu'on a bien un extracteur d'air quand même assez bien foutu, assez bien dessiné, et ça c'est quand même très rare sur une voiture, et venant de Chrysler c'est quand même très intéressant. Alors les dessous ont été quand même très bien travaillés, même si on n'a pas un fond plat, on a bien une partie extracteur d'air, et au niveau de la partie peinte, eh bien ça remonte, donc le flux d'air est quand même vachement bien travaillé sur le Crossfire. Au milieu on a le double sortie. Alors on a un double sortie central avec un diamètre relativement faible. Par contre on a des très très grosses canules qui donnent l'impression que l'échappement est immense. Bon, il n'en est rien. Les sorties rondes en plein milieu sont quand même d'un diamètre tout à fait banal.
De l'autre côté, c'est pareil, extracteur d'air. Alors c'est relativement propre, ça fait bien assemblé, ça fait bien fini. On a la ligne d'échappement qui passe au milieu et qui se divise en deux. Alors le dessous du Crossfire est quand même très très beau. C'est dommage parce que on ne voit pas souvent les dessous. Mais alors le dessous du Crossfire est quand même très bien travaillé, très bien fini. Alors que si on regarde le TT, eh bien on va se rendre compte que le TT c'est un coupé qui a été un petit peu bâclé. On a quand même des éléments de présentation au premier coup d'œil, on se dit waouh, c'est super bien fini, il n'y a pas de vis apparente, les charnières sont cachées, la finition est exceptionnelle, c'est incomparable. Par contre, quand on se glisse dessous, c'est plutôt la grosse déception parce que d'une part, on se rend compte que on n'a pas de fond plat, il n'y a pas un vrai travail au niveau du flux d'air. Alors, il était sorti quand même 4-5 ans avant le Crossfire, alors ceci explique cela, ok. Mais je pense que les ingénieurs auraient quand même pu faire mieux à ce niveau-là. C'est un peu limite, surtout que c'était quand même un coupé assez puissant. Si c'était un simple coupé d'environ 150 chevaux, ok, ils auraient pu le commercialiser comme ça. Mais là, non. Sachant que dès le départ, ils avaient prévu une version 225 chevaux, moi personnellement, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux que ça. Alors, à l'arrière, on trouve deux sorties séparées par, comme on peut voir, un bout de plastique peint. Il y a rien, il y a zéro travail au niveau flux d'air. Il y a que dalle, il y a rien. C'est du ni fait ni à faire. Ils se sont pas enquéquinés. Ils ont fait un pare-choc, on va dire esthétiquement correct. Et puis après, il n'y a pas grand chose. Alors ici, on trouve un espèce de bout de plastique. Derrière, on trouve la gamelle, donc de l'échappement, le silencieux. Alors silencieux, qui a une forme un peu bizarre, mais peut-être ça aurait pu jouer un rôle. Mais ce qui colle pas du tout, en fait, c'est ça. Quand on regarde sous la voiture, eh bien entre l'échappement et le pare-choc, il n'y a rien. C'est un vide total. On aurait peut-être pu avoir un habillage, une tôle, je sais pas. Mais je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux que ça. Et puis, après, je pense que quand on regarde le reste, c'est quand même pas joli. Hein. Non, le dessous du TT, c'est pas beau. C'est tout simplement pas beau. Et juste avant les roues arrière, donc on a deux espèces de morceaux de plastique qui font un petit peu penser à un fond plat, mais c'est vraiment deux carénages en plastique sans intérêt. Bon, le TT, ça reste une très jolie voiture, à condition de la regarder quand même de pas trop près. Et surtout, de ne pas chercher à regarder aussi si elle est bien construite et bien finie vraiment jusqu'au bout, parce que quand on la regarde de près et qu'on s'intéresse un petit peu à la mécanique, eh bien, on se rend compte que c'est une voiture qui n'est pas vraiment bien finie, bien aboutie. Alors que à ce niveau-là, le Crossfire fait beaucoup mieux. Même s'il est vrai qu'il y a des vis apparentes et que c'est vrai que il y a des petits détails qui font un petit peu mal aux yeux au premier coup d'œil, eh bien, quand on regarde le Crossfire de près et quand on le regarde sous tous les angles, je trouve qu'il est quand même vachement bien foutu. C'est quand même une superbe voiture, c'est une Chrysler. Et j'ai même envie de préciser, Mercedes ne fait vraiment pas mieux. À ce niveau-là, j'ai regardé le SLK. Le SLK n'a vraiment rien à envier à ce Crossfire. Ça, c'est clair et net. Bon, on va regarder à l'intérieur maintenant ce que ça donne. Bon, difficile de faire mieux que les panneaux de porte du TT. Par contre,
on est sur des revêtements assez moyens. Alors en haut, on est sur un semblant de plastique moussé, c'est un plastique assez souple, mais ça fait pas spécialement luxueux. On va dire que les panneaux de porte sont une référence absolue, mais à part au niveau du design, eh bien la qualité de fabrication, la beauté, les revêtements, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. C'est vraiment dans le design que c'est intéressant. Et d'ailleurs, les filets en bas, ouais, c'est assez moyen parce que c'est pas très pratique. On a une sorte de barre métallique pour renforcer le filet. Mais les panneaux de porte, en fait, ils sont surtout beaux. Mais quand on y touche, bon, ça reste quand même assez moyen. C'est bien fini, c'est bien ajusté. Mais c'est quand même un peu vite fait quelque part. Je trouve que bon, c'est très simpliste. Bon, on a des petits seuils de porte en plastique avec une partie en alu ou inox. Ensuite, les sièges, ils sont très bien réussis. Par contre, ils sont très larges, mais vraiment très larges. Donc, on est maintenu, mais pas forcément très bien maintenu. Ils font assez banal quelque part dans leur design. Bon, après l'intérieur, on le connaît un petit peu quelque part, donc je vais essayer de comparer surtout avec le Crossfire. Alors le design de l'intérieur, évidemment, ça fait plus moderne, mais ça c'est normal, parce que même si le Crossfire est sorti après le TT, eh bien le Crossfire reprend l'intérieur, ou presque, du SLK, et qui datait quand même de quelques années. Donc grosso modo, le tableau de bord du TT a été conçu et dessiné un petit peu après. Qu'est-ce qu'on a comme grosse différence? Eh bien, on va dire que c'est pas du tout le même traitement, dans le sens où, eh bien là, on est encore dans le biodesign de A à Z, puisque tout est arrondi en rondeur. Tout est rond, ou presque. On a un poste qui est dissimulé derrière une petite plaque en alu. Et puis sinon c'est assez austère, à part les quelques éléments en alu. Eh bien c'est un petit peu tristoun. Alors on est très enfermé dans cette voiture. Là-haut c'est gris-noir. C'est une sorte de tissu assez sympathique à regarder, mais un tissu assez classique. Alors l'intérieur est très bien fini. Ça fait plus moderne que le SLK, ça c'est sûr et certain. Je trouve que ça fait plus moderne, mais je peux pas dire que je préfère l'intérieur du TT, parce que le Crossfire est quand même vraiment très bien réussi, même s'il fait un peu plus daté.
le point noir de ce TT, ou plutôt le presque point positif, c'est les places à l'arrière. Alors quand on veut sortir du TT, on se cogne quand même assez facilement, hein. On voit que la forme du véhicule ne facilite pas à sortir de la voiture. C'est pas une catastrophe, il faut juste être un minimum souple, mais on arrive quand même à sortir de la voiture facilement. Alors à l'arrière, sur le TT, on a bien deux petites places, mais entre avoir deux petites places difficilement utilisables parce que grosso modo il n'y a pas de place, hein, au niveau des jambes. On voit bien, hein, le siège passager est reculé et là on a quand même pas de place pour des jambes, hein. Des allumettes oui, mais pas des jambes. Alors à l'arrière c'est utilisable oui pour des gosses, mais on prendra pas des adultes. Alors ils nous disent sur l'inscription, sur cette étiquette, 1,30 m en hauteur maxi pour les passagers arrière. Mais il faut aussi que le siège à l'avant ne soit pas trop reculé, autrement vous prenez personne derrière. Donc à l'arrière, ça reste une 2+2 et on peut pas dire que les places arrière sont franchement utilisables. Alors on va regarder dans le coffre. Donc dans le coffre, hop, on appuie sur le bouton. Donc on a une serrure électrique. On ne peut pas ouvrir de l'arrière de la voiture. Personnellement, je trouve ça très pénible. Alors le coffre, il est très merdique à utiliser dans le sens où déjà il faut aller dans la voiture pour l'ouvrir. Éventuellement on peut ouvrir avec la clé et la télécommande. Mais au niveau volume de chargement, c'est pas pratique du tout. Je vois pas trop ce qu'on peut mettre dans le coffre. Dès qu'on veut mettre un gros volume, ici, on a quoi? On a 20 cm. Et ici, il n'y a pas beaucoup plus. Et il faut faire attention de ne pas tout péter. Donc on a une sorte de petite tablette en toile. Donc on a un encadrement en plastique, une tablette en toile. Bon, on peut la virer, hein, c'est pas le problème. Mais attention, parce que si on la vire, on n'a plus rien qui protège la lunette en verre. Donc quand on va venir fermer, on peut facilement casser la lunette en verre si on a quelque chose qui dépasse dans ces eaux-là. Si on rabat les sièges, on gagne un peu de place, mais on met pas grand-chose, parce que un VTT par exemple, c'est pas la peine, hein, on met pas grand-chose dans le coffre. Mais c'est vrai que siège rabattu, on peut charger quand même des objets assez volumineux. Bon, on ne mettra pas une armoire, mais on peut charger quand même. Alors petit avantage au niveau de la Crossfire. Déjà, on peut l'ouvrir de l'extérieur, on a une petite poignée. Alors la petite poignée, elle est ici. Bon, ça c'est assez pratique et c'est assez bien foutu. Par contre, comme on peut le voir, l'ouverture est rikiki, mais vraiment rikiki. Parce que là, on doit avoir à peu près 70-80 cm. Et ici, on doit avoir à peu près 1 mètre. Et comme c'était une voiture qui était prévue pour être un véritable roadster et un véritable coupé de place, à l'arrière, on n'a pas de siège et on a une barre de renfort. Alors, j'ai jamais été démonté pour voir ce qu'on avait derrière ici. Mais absolument impossible de gagner de la place pour charger quelque chose de volumineux. Alors, on a un petit peu de hauteur. Donc on peut charger, on va dire, quelques valises très facilement. C'est un peu mieux foutu au niveau hauteur que le TT, parce que c'est vrai que ça semble un petit peu mieux foutu. Par contre, il faut déjà que ça rentre, parce qu'il faut vraiment passer ici. Donc, on va dire que c'est tout aussi nul que le TT. Par contre, on ne peut pas rabattre ça et s'en servir comme fourgon de déménagement. Et la grosse différence comparée au TT, c'est que on n'a pas de siège à l'arrière, mais la place, elle était ici en réalité. La place des sièges arrière, elle est ici, elle est au niveau du capot avant. Donc l'avant de la voiture est très très long. Les voitures sont à peu près alignées, hein, à l'avant.
On va regarder. Donc on voit que les voitures sont alignées à l'avant, à peu près. On n'est peut-être pas au centimètre près, mais elles sont alignées. Et si on regarde bien, bon, les roues, on n'a pas un empattement identique, donc les roues ne sont pas du tout alignées. Et si on regarde les ailes, où est-ce qu'elles commencent? Eh bien, c'est pareil, les portes et les ailes, on a un décalage. Alors les rétros sont l'un en face de l'autre, alors que je rappelle que le rétro du TNT, normalement, il devrait être ici. Donc là, on se retrouve avec des rétros qui sont l'un en face de l'autre. Alors le poste de conduite est reculé, comparé au TT. Donc on a un poste de conduite qui est vraiment reculé. Donc comme on a un poste de conduite reculé, on a le siège conducteur reculé. Ce qui fait que, eh bien, derrière le siège conducteur, on n'a pas de place du tout. Donc il y avait juste de la place pour une barre de renfort, mais pas du tout de place pour mettre des sièges. Et d'ailleurs, là, le siège reculé au maximum, on voit qu'on est à quelques centimètres de la barre de renfort. Donc, même avec 3-4 cm de plus, mettre un siège, c'était pas possible. Donc voilà, on a un tout petit peu de place dans le TT, hein, mais bon, c'est pas grand chose. Mais c'est vrai que le petit bout de place qu'on a en plus dans le TT permet de mettre un espèce de semblant de banquette pour accueillir 2 petits enfants. Alors 2 petits enfants seulement, hein. On a seulement 2 petites places et pas 3. Et alors, ben oui, mais et le TT, il avait pourtant bien une déclinaison V6. Alors comment ils ont fait pour mettre un V6 dans le TT, alors que dans le Crossfire, ils ont dû supprimer carrément les places arrière pour mettre un V6. Bien ça, c'est toute la magie du groupe Volkswagen Audi, c'est que le TT V6, c'est pas vraiment un V6, c'est un moteur VR, donc un VR en 6 cylindres, une seule culasse, moteur hyper compact, il prend pas de place, il n'est pas très lourd, et donc il rentre dans un tout petit compartiment moteur. Petit compartiment qui est, on va dire, compartiment standard pour une voiture relativement compacte d'environ 4 mètres. Voilà pourquoi sur le Crossfire, eh bien, capot fermé, on se rend compte que c'est quand même un coupé qui a vraiment de la gueule. Alors le capot est immense, il est vraiment impressionnant. Alors que si on regarde l'avant du l'avant du TT, eh bien, on se rend compte qu'on a un capot tout à fait banal au niveau longueur. Ça reste un capot assez standard. C'est pas un capot démesuré. La seule chose qui est un petit peu originale et qui fait que le capot est assez impressionnant, c'est que c'est un capot coquille qui déborde sur les ailes. Parce que autrement, le capot n'a rien de spécial. Alors que ce qui est même assez drôle, c'est que sur le capot du Crossfire, on a justement toutes ces bandes qui visuellement allongent encore plus l'avant du véhicule. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont même mis 3 griffes sur les ailes à l'avant, alors que ça c'est seulement de la déco, hein. Ça ne sert absolument à rien, c'est juste de la décoration, comme si l'avant de la voiture n'était pas encore assez long. Il a fallu exagérer dans tous les sens. Bon, esthétiquement, c'est vrai, le Crossfire a vraiment de la gueule, et on peut dire que quelque part il a plus de gueule que le TT. Alors le TT, c'est vraiment un coupé tout simplement symétrique. Et le Crossfire, c'est un coupé beaucoup plus exclusif dans le sens où son design, eh bien, il est tout simplement musclé et extravagant. Bon, avec un aileron comme ça, il est clair que à l'arrière du Crossfire, alors d'une part, ça donne un petit peu de cachet à la voiture, ça donne une touche de sportivité et surtout ça apporte beaucoup d'appui aérodynamique. Donc aileron plus extracteur d'air à l'arrière,
Là c'est sûr que l'arrière ne risque pas trop de se délester comme le TT, et ça semble assez logique que Chrysler ait fait tout ça directement, donc en 2003, puisque les premiers propriétaires se sont plaints en 98-99 que le TT avait un gros problème au niveau stabilité à haute vitesse. Il aurait été quand même vraiment bizarre que Chrysler fasse cette grosse erreur de ne pas mettre justement cet aileron électrique et ne travaille pas du tout l'arrière du véhicule, sachant que la voiture a quand même une forme assez similaire au TT. Avec cette Chrysler Crossfire, je vais commencer par le petit souci au niveau de la boîte de vitesse. À froid, on a beaucoup de mal à passer la deuxième. C'est le principal défaut parce que tous les autres rapports, ça va. On met la première, tout se passe bien. Quand vraiment la boîte est froide, on vient de démarrer la voiture, pour passer la seconde, c'est extrêmement dur et surtout extrêmement lent. Et il vaut mieux ne pas forcer du tout. Il faut vraiment bien prendre son temps et passer la seconde vraiment quand elle a décidé de s'enclencher. Ça peut prendre 2 à 3 secondes quand la boîte est bien froide. Ensuite, au bout de quelques kilomètres, quand la boîte commence à chauffer, on n'a plus du tout ce problème-là. C'est bizarre, mais bon, c'est qu'un demi-problème, puisqu'il suffit de faire tourner un tout petit peu le moteur. Alors quelque part, on pourrait être tenté de faire chauffer la voiture 2 à 3 minutes, histoire que la mécanique se réchauffe un petit peu. Alors l'idéal aussi, moi ce que je conseillerais de faire tout simplement avec cette voiture, parce que bon, on peut quand même trouver des solutions. On fait chauffer le moteur environ 1 minute, ensuite on part, on monte à environ 2500 tours. Alors je vais le faire. Je m'arrête, je mets la première. Comme le moteur tourne depuis 1 ou 2 minutes, je monte à 2500 tours et je mets la troisième tout doucement. On retombe à environ 1000 tours minute, tout va bien, le moteur ne boite pas, c'est un 6 cylindres donc on n'a aucun problème pour repartir. Et on fait à peu près 3-4 km comme ça et au bout de quelques minutes on pourra passer la seconde et on va s'apercevoir quand même assez facilement que le petit souci est effacé. Alors ça c'est vraiment un petit défaut très connu. En principe c'est pas spécialement un problème d'huile, puisque apparemment changer l'huile ça change pas spécialement grand chose. C'est juste que la boîte demande à monter un petit peu en température. Est-ce que dans le sud de la France on a autant ce problème? Je ne sais pas, mais dans le nord de la France en tout cas, quand on vient démarrer le véhicule avec 15 ou 20 degrés, la boîte est à considérer comme étant froide. Bon, c'est bizarre, c'est comme ça. D'un autre côté, je préfère quand même la boîte manuelle à une boîte automatique, même si il est vrai qu'on a ce petit inconvénient. Au niveau conduite, on est plutôt pas mal installé, on trouve assez rapidement ses aises. On a quand même le montant du pare-brise et puis du pavillon qui n'est pas loin de la tête. Alors les grands gabarits ne seront pas spécialement très à l'aise, il est vrai, et on se cogne assez facilement puisqu'il suffit de pencher un petit peu la tête et on se cogne un petit peu. Mais bon, c'est pas dur, hein, y a quand même une petite mousse. C'est pas trop un souci, on a à peu près la même chose dans l'Audi TT. Au niveau freinage, je suis plutôt satisfait. Le freinage a un mordant assez puissant, ça freine quand même très fort. Par contre, petit souci, sur circuit, le freinage ne doit pas être optimum puisque les disques sont pleins à l'arrière. Cela dit, les disques avant sont d'un bon diamètre. Alors en matière de puissance, on a quand même ce qu'il faut. Et puis comme on a des bons pneus, parce que cette voiture est super bien chaussée, à l'avant comme à l'arrière, au niveau freinage, on peut dire qu'elle est super stable. Même au niveau des suspensions, ça suit très bien parce que quand on met un bon coup de frein, elle ne s'écrase pas spécialement. Franchement, au niveau freinage, c'est pas mal.
Quand on met un petit coup de volant, on fait un droite-gauche. La voiture vire pas à plat mais presque. C'est super stable. Alors les pneus en taille basse jouent quand même un rôle. Mais même les suspensions, je trouve que Chrysler a quand même bien bossé. Parce qu'il faut savoir, et peut-être aussi le préciser, c'est que les trains roulants ont été retravaillés par Chrysler. Ce n'est plus tout à fait les trains roulants de la Mercedes SLK. Chrysler a retravaillé les trains roulants et puis ils ont pris l'initiative de mettre de très grosses jantes à l'arrière, donc des jantes de 19 à l'arrière alors que devant on est en 18, avec des pneus en 35, donc les pneus sont vraiment très très fins, ce qui fait que quand on met un coup de volant, la voiture ne s'écrase pas, elle est super stable et les suspensions font quand même un super boulot. Donc on peut dire que Chrysler a quand même bien bossé sur cette voiture. Alors comme je l'ai dit, les portes du Crossfire sont vraiment très très hautes. Mais d'un sens, j'ai envie de dire que ça ressemble beaucoup au TT. Parce que quand on monte dans le véhicule, bien c'est un petit peu la même chose, tout compte fait. On a l'arche de toit. Alors bizarrement, même si le design est un peu différent, eh bien c'est un peu la même chose dans le sens où on rentre et on descend un petit peu pareil de la voiture. Pareil au niveau espace pour passer la tête à travers la porte, c'est exactement pareil, on n'a pas vraiment plus de place. Alors par contre les panneaux de porte sont très réussis. C'est, je trouve, ce qu'il y a de plus réussi sur le véhicule. Les matériaux, les plastiques, tout semble vraiment de bonne facture. C'est vachement bien dessiné, tout comme le TT. Poignée de porte, tweeter, enceinte, poignée. Il n'y a pas de fausse note, on a des surpiqûres ici. Alors même si c'est pas du cuir, hein, ça reste une sorte de simili. Mais les matériaux sont vraiment très très beaux. Et en plus, dans cette configuration biton, c'est tout simplement exceptionnel. Par contre, le tableau de bord est un petit peu plus vieillot comparé aux panneaux de porte qui, eux, eh bien, ont été dessinés par Chrysler. Le volant, on va dire qu'il est un peu banal. C'est pas une grande réussite, mais enfin, il est quand même assez sympa. Surtout dans cette configuration couleur terre cuite. Alors le tableau de bord, il est d'une forme assez banale et ennuyeuse quelque part, mais on a quand même des spécificités sur cette Chrysler. Alors on a évidemment cette petite épine dorsale qui apporte un petit quelque chose. Les matériaux sont d'assez bonne facture. Dans l'ensemble, le tableau de bord, même s'il fait un peu daté, un peu périmé, c'est pas du tout une catastrophe. Ce qui fait un petit peu du vite fait, c'est tous ces éléments qui sont gris métallisés, donc peints en gris métal verni brillant. Ça fait un peu de lumière, oui, ça c'est vrai, mais d'un autre côté, ça fait pas vraiment luxe. Mais bon, ça c'est pas vraiment très important. Dans l'ensemble, on va dire que l'intérieur est quand même très réussi et plutôt soigné. Seul petit point négatif, comme je l'ai déjà dit, c'est la boîte de vitesse. Donc le maniement à froid sur les boîtes manuelles est franchement lent et perfectible, mais dans l'ensemble, ça reste acceptable. Alors, on a des petites gadgets à droite à gauche, mais ça c'est pareil, ça fait un peu plastoc. C'est pas le top. Derrière les sièges, on a du filet. Bon, donc les panneaux de porte sont vraiment superbes. Le ciel de toit, donc c'est pareil, on a l'espèce d'arête dorsale. Donc ça c'est assez sympa. Quand on regarde là-haut, on a l'impression que voilà, la voiture est quand même très bien finie. Il y a eu des petites attentions. Je trouve que c'est quand même vraiment sympa.
Alors la boîte à gants descend doucement, mais c'est vrai que le design de la boîte à gants et surtout des aérateurs, ça fait quand même très daté. Bon, les sièges, on en parle, mais je conseille franchement le cuir, parce que les tissus ne me semblaient pas terribles au niveau aspect, alors que en cuir ils sont totalement parfaits. C'est pour moi l'une des plus grandes réussites de ce coupé. Les sièges sont très bien dessinés. Alors je vais descendre parce que là ça va être compliqué d'expliquer. Mais les sièges cuir, alors les dossiers on a du tissu, mais enfin bon. Alors cuir biton, je dirais assez bien dessiné. Les dossiers sont parfaits, les assises sont assez accueillantes. On a du maintien, bon c'est peut-être pas parfait, mais au niveau du dossier on est très bien calé. Donc on va dire que les sièges frôlent quand même la perfection et esthétiquement ils sont très sympas à regarder. Petit plus, on a une sorte d'incrustation du logo Chrysler là-haut. Alors ça c'est assez sympa. Alors ça se voit pas vraiment, mais on a ça quand même. Donc les sièges sont entièrement à réglage électrique. Alors peut-être que sur certaines versions ils n'étaient pas full électriques. Bon, faut pas être pressé, c'est quand même le défaut des sièges électriques, c'est que ça n'avance pas bien vite. Bon, d'un autre côté, faut pas que ça crée des accidents non plus. Donc derrière le siège conducteur, on peut voir une partie en tissu. Donc ici on est sur du tissu et puis ici on est sur un plastique un peu dur, mais esthétiquement ça ressemble beaucoup à un simili-cuir. Donc derrière le siège, pareil, on a encore un petit filet pour mettre éventuellement un bouquin, un manuel ou je ne sais quoi. Enceinte, on a une petite pochette ici pour mettre pas grand chose. On a des petits crochets ici, éventuellement pour mettre une chemise par exemple, à pendre. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas sur ce véhicule. On a des crochets, des espèces de crochets Python ici, et on avait une sorte de tablette cache bagage. Bon, ça je n'ai pas. C'était certainement une option et ça je n'ai pas eu. Alors petite entorse à l'origine sur ce modèle. C'est les catadioptes ici. Bon, ça c'est du tuning. Je sais pas d'où ça sort, mais ça c'est pas d'origine. Sinon le TT entièrement d'origine. Donc comme il est de 99, on n'avait pas l'aileron. Et c'est sûr que le Crossfire aileron sorti, eh bien ça fait un tout autre coupé. Bizarrement, je trouve que c'est un petit plus. Parce que je laisse souvent l'aileron sorti et je trouve que aileron sorti ou aileron rentré, eh bien ça change totalement l'allure du véhicule. Par contre, petite chose bizarre, l'aileron est dans une matière assez curieuse puisque on a une partie en tôle, la partie inférieure est en tôle, la partie supérieure, je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont bricolé, c'est une sorte d'alliage, c'est très bizarre, peut-être une sorte d'alliage alu. Ça je n'ai pas trop d'infos et tout ce qui est charnière, bon, quand l'aileron est déployé c'est tout simplement hideux, ça c'est clair et net. C'est un peu dommage parce que autrement je trouve que quand l'aileron est déployé c'est quand même très joli, ça fait un tout autre coupé, ça fait un petit peu penser à une Porsche quelque part. L'aileron est presque démesuré. Et surtout, c'est pas juste une sorte de planche toute plate. On a une forme ici et puis il est bien travaillé. Alors la forme épouse le logo Chrysler juste en dessous. Alors ça aussi, c'est pas ça, ce petit élément en plastique avec les radars de recul et la caméra aussi. Ça a été ajouté.
Donc voilà pourquoi sur ce véhicule on a un élément un peu bizarre à l'arrière, mais ça reste du démontable. Après sur la route, bon, si vous suivez la chaîne et si vous avez déjà regardé des vidéos du TT, vous devez savoir que bien, le TT sur la route c'est un régal, sauf que au niveau de la sonorité c'est pas terrible. Le Chrysler Crossfire d'origine c'est à peu près pareil, le V6 bien que ça soit un V6, d'une part il prend pas de tour et d'une deuxième part il fait pas assez de bruit. Alors la sonorité est sympathique mais si on est un peu dur de la feuille, eh bien on n'entend rien. Donc j'aurais envie de dire sur le Crossfire, soit on met un échappement sport et là on en prend plein les oreilles et on se régale, soit on n'a pas vraiment de point positif comparé au TT qui lui ne fait pas vraiment de bruit non plus. Donc maintenant, conseiller l'une ou l'autre, moi je fais pas parce que ça c'est à vous de voir ce que vous voulez. Le Crossfire c'est une 2 places, c'est une stricte 2 places. Et puis le TT, c'est une stricte 2 places avec éventuellement la possibilité de prendre 2 culs de jatte pour mettre à l'arrière, condition qu'il soit pas trop haut non plus. Au niveau des coloris, eh bien ça c'est un petit peu discutable parce que malheureusement le Crossfire on n'avait pas beaucoup de couleurs. Alors vous serez quasiment obligé de prendre du gris ou du noir. Les couleurs c'était apparemment une option, soit il fallait repeindre le véhicule, soit on optait pour un intérieur coloré. Mais il y avait très peu de couleurs. Sur le TT c'était un petit peu la même chose, mais on trouvait quand même du bleu, on trouvait du jaune, on trouvait du rouge. Bon, il y avait quand même quelques couleurs. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Alors les deux voitures sont quand même très agréables à utiliser malgré tout, même si la boîte froide du Chrysler demande à monter en température. C'est quand même deux coupés qui sont vachement intéressants. La Chrysler est un petit peu lourde pour les prestations, mais bon ça c'est de la faute, c'est la faute du moteur. Et la Chrysler offre des performances un peu en retrait comparé au TT. Et vous préférez la Chrysler ou l'Audi TT? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Ciao!